Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition estivale du Club de 28 minutes. Journalistes, experts et dessinateurs fidèles au poste pour nous éclairer et débattre de l'actualité de la semaine. Et à 254 jours précisément du premier tour de la présidentielle en France, eh bien les fausses informations pullulent déjà sur les réseaux sociaux pour nuire à des candidats déclarés ou pas encore. Et tous les regards se tournent vers la Russie. Le but pour les Russes, c'est de créer le chaos dans notre pays et d'aboutir à la victoire électorale de forces politiques pro-russes. De forces politiques pro-russes. Alors a-t-on les moyens technologiques suffisants face à ces boules puantes numériques? Les électeurs seront-ils dupes ou plus vigilants que jamais? On en débattra. Notre invité de la semaine est un influenceur d'un genre particulier. Vous verrez, il part à l'assaut des châteaux de notre pays pour vulgariser avec passion et de l'humour leur riche histoire sur les réseaux sociaux. Amine Kassid, alias Amine le Conquérant, étonne et détonne. Et en fin d'émission, l'histoire de la semaine avec Charlotte de Cocker, un passage commercial devenu gigantesque maison close, totalement inattendu, vous verrez. Voilà un aperçu du sommaire, c'est parti. Et à mes côtés ce soir, Marion Lourd. Bonsoir Marion. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et un petit nouveau, Kevin Dufresne, bienvenue à vous. Merci, Benjamin, bonsoir. Pas de bizutage, promis. Merci. Et pas de bizutage non plus pour nos trois clubistes qui sont très aguerris, on le sait. Ah bah oui, on vous voit souvent et on est très content. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, bonsoir à vous. On voit la dernière une de Regard derrière moi. Et à vos côtés, Sylvie Brunel. Bonsoir Sylvie, géographe et écrivaine. Votre livre, quel joli titre, Camargue en féerie, vient de paraître aux éditions Alcide. Et Paul Melun, qui a délaissé la piscine aujourd'hui, oui. pour venir nous voir. Merci Paul. Vous êtes à la nage. Essayiste et écrivain. Votre livre Plouc Story est paru aux éditions Fayard. Et au pupitre, cher Pascal Gros, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes dessinateur de presse, bonsoir, notamment pour l'Humanité. Et on ouvre notre première actualité de la semaine, Marion. Le déficit de la France en 2026 se creuse et on est à peine, on le sait, à la moitié de l'année. L'équation devient de plus en plus compliquée pour le gouvernement. Le budget était déjà serré, puis il y a eu la guerre en Iran. Fin juin, le déficit s'est élevé à 107 milliards d'euros, bien au-dessus de la barre des 100 qu'on avait passé l'an dernier. Les incendies, la sécheresse et autres effets du réchauffement climatique risquent encore d'alourdir la facture de plusieurs milliards. Alors, la France n'a plus les moyens de faire face aux imprévus, aux inattendus, Catherine Tricot? Si la France a les moyens. Si on regarde la somme d'argent qui est épargnée en France, on a 3 fois le total de la dette, 9 000 milliards. Notre vrai problème, c'est notre dépendance, notamment aux fonds de pension, c'est-à-dire aux prêts étrangers qui nous mettent vraiment mal notre souveraineté. Et la deuxième chose, c'est nos choix. C'est-à-dire que nous avons une dette qui s'est énormément aggravée parce que Emmanuel Macron était convaincu que ça allait finir par ruisseler. Ça ne ruisselle pas, mais en revanche, on n'a pas préparé le pays, notamment au réchauffement climatique qui nous coûte très cher. Donc aujourd'hui, je crois que l'élection présidentielle va être celle qui va devoir trancher sur où on met notre argent et comment on mobilise l'épargne française, les moyens, la richesse française pour pouvoir payer l'avenir de notre pays. Donc Paul Melun, on est riche, si j'ai bien compris. Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de Catherine sur Emmanuel Macron. Je ne pense pas que la dette est augmentée pour des fins de ruissellement. Je pense qu'elle a augmenté parce que nous avons subi une succession de crises. Du Covid avec le quoi qu'il en coûte jusqu'à désormais ces incendies en passant par toutes sortes de crises très importantes. Du reste, en France, on est en crise permanente aujourd'hui. Entre les crises écologiques, les crises économiques, les crises sociales, les gilets jaunes avec lesquels il avait fallu composer, internationales avec la guerre à nos portes en Europe, en Ukraine. Donc, face à toute cette succession de crises, on a l'impression que les présidents de la République, et c'était aussi le cas, ce que je dis là est vrai pour la crise de 2009 pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande avec d'autres crises, sont obligés de faire face, sans compter les intérêts de la dette qui effectivement nous coûtent des sommes absolument pharaoniques, des dizaines de milliards d'euros. Parce que les taux d'intérêt augmentent. Parce que les taux d'intérêt augmentent précisément, que nous avons dû faire face à des dépenses exceptionnelles pour notre défense. Tout ça me paraît malheureusement logique, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas réfléchir au chemin pour baisser notre déficit. Ça, c'est le travail du Premier ministre. Et justement, il y a un objectif de déficit de 5%. Alors, le ministre de l'économie et des finances a reconnu tout récemment que les mois à venir s'annoncent difficiles. Il faut qu'on fasse des efforts. Et on ne fait pas des efforts, là encore, pour se faire plaisir ou pour se serrer la ceinture. On fait des efforts parce qu'on souhaite investir
dans l'avenir. Soit on se passe la balle les uns les autres et on n'y arrive pas, soit on se dit au fond on a une grande cause nationale. Le fait de restaurer les comptes publics, ça devrait tous nous rassembler. On fait tous un peu d'efforts, tous. Les entreprises, les ménages, évidemment l'État qui en fait beaucoup, et on avance ensemble. Alors on les connaît, les leviers, hein. Il y en a deux. Il y a soit réduire les dépenses publiques, soit augmenter les recettes, donc les taxes et les impôts. Alors Sylvie Brunel, est-ce qu'il faut mettre en place une année blanche que certains réclament, appellent de leur vœu? C'est-à-dire on désindexe pas, on désindexe tout, les retraites, on les indexe pas sur l'inflation. Enfin, ça serait quand même quelque chose. Hein. C'est une décision très difficile à prendre alors qu'il va falloir élire un président de la République dans quelques mois. Et l'équation, elle est intenable, quel que soit le candidat. Remboursement des intérêts, on est à 60 milliards de l'année, on sera à 120 milliards d'ici 2030. Réarmement, qui coûte une fortune, et on voit bien qu'il y a des menaces qui nous entourent. Les retraites, or les retraités votent, et ils votent beaucoup. La rigueur socialement, elle est insupportable. Et puis, le réchauffement climatique. Vous avez remarqué, il n'y a que des R. Ouais. Eh bien, on fait quoi? Je ne sais pas. Ah, parce que tout à l'heure, Catherine Truc, vous disiez il y a beaucoup d'argent épargné. Il y a 9 000 milliards. Mais alors, en vous entendant, je suis surprise, je me dis ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'argent là où il est, donc chez tous les épargnants? Non, ça veut dire que par exemple, il y a des propositions qui sont faites pour avoir des fonds souverains dans lesquels on tire l'épargne, on leur propose, on ne les prend pas, mais on essaie de mobiliser l'épargne française pour nous désenclaver de l'épargne internationale, c'est-à-dire du fait qu'on est actuellement soumis à l'argent international qui pèse sur notre souveraineté. Mais c'est un grand emprunt, par exemple. Et l'autre, par exemple, et je voulais donner cette information qui est assez peu retenue, mais quand Nicolas Sarkozy a décidé de faire le Grand Paris Express, on a emprunté sur 70 ans. C'est-à-dire que pour préparer l'avenir, on est capable d'emprunter sur des décennies. Le Grand Paris Express, c'est le métro qui va relier les banlieues parisiennes. Voilà, quand on a fait le premier métro parisien, on avait emprunté sur un siècle, et là on a emprunté sur 70 ans. Je pense que pour pouvoir payer, par exemple, la transition écologique, c'est-à-dire baisser nos émissions de gaz à effet de serre et nous adapter, il faut qu'on fasse des emprunts de cet ordre. Ce sont des centaines de milliards. Et aujourd'hui, ce dont on nous parle, c'est de petites économies sur les retraités. On va mais pardon, mais on s'endette un peu plus encore, Paul Melun. Oui, on s'endette un peu plus, mais on s'endette pour préparer l'avenir. On n'a pas vraiment le choix. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des besoins d'investissement, notamment sur la transition écologique, notamment sur les questions de défense. Après que ce besoin d'investissement-là se justifie par plus de dettes, je ne crois pas. Je pense en revanche que l'État peut chercher de nouvelles recettes et que l'État peut se serrer la ceinture. On a un millefeuille administratif et territorial qui coûte affreusement cher. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on supprime 1 ou 2 échelons du millefeuille, au hasard peut-être le département ou la région, pour faire des économies. Pourquoi pas des nouvelles recettes? On parlait un temps de la nationalisation des autoroutes. C'est une vraie cash machine, les autoroutes. Ça peut être de l'argent qui rentre aussi. On les a vendus à un prix très, très, très bas à la fin des années 90, notamment avec Lionel Jospin. Donc il y aurait plein de choses qui pourraient être mises en place, mais ça nécessite une politique économique au long cours. Et ça va être le débat, j'espère, de la présidentielle. Alors, justement, vous avez évoqué les uns et les autres la présidentielle, sauf qu'il reste un budget à voter avant. Sylvie Brunel, est-ce que le budget qui sera voté à l'automne va vraiment servir à quelque chose ou il sera totalement remis en cause par le prochain président, la prochaine présidente de la République? En fait, le problème qu'on a, c'est que le déficit budgétaire, il est déjà inscrit, il est au-dessus de 5%, donc on n'est déjà pas dans les clous de l'Europe, et que les intérêts de la dette font que mécaniquement, ce budget ne peut qu'être un budget de rigueur. La croissance est inférieure au taux d'intérêt aujourd'hui. Donc nous sommes dans une spirale qui fait de la France le mauvais élève de l'Europe, qui fait que demain on risque de ne plus nous prêter, et c'est extrêmement dangereux. Il y a quelques années on parlait des PIX, vous savez. Bon, Catherine Tricot n'est pas d'accord, on continue à trouver de l'argent sur les marchés, mais quand même, je rappelle, selon 4 économistes, un rapport... Parce qu'on a pu lever 3 fois, on pouvait lever 3 fois plus que ce qu'on a appelé là il y a 3 jours. On ne vous mettra pas d'accord. Il Il faudra quand même trouver 160 milliards d'économies d'ici la fin du prochain quinquennat en 2032. Je ne sais pas si 160 milliards d'économies, parce qu'en fait, tous ceux qui parlent sérieusement de la transition disent que ce sont des centaines de milliards qu'il faut dépenser pour adapter notre pays. Et si on ne le fait pas, on n'aura plus d'électricité. C'est la transition. C'est la transition parfaite pour le dessin de Pascal Gros. Non, mais franchement, venez prenez ma place, Catherine. Un petit point simplement sur l'éco-anxiété, éco comme écologie ou comme économie. On va avoir une France à plus 4 degrés et des taux à plus 4%. On est foutu.
1 ou 2 euros, s'il vous plaît. Merci, Pascal. Vous gardez la main, Marion, pour votre duel de la semaine. Ballon rond et gros sous. Oui, à ma droite, l'homme fort du football mondial, l'Italo-Helvético-Libanais Gianni Infantino, 56 ans, président depuis 2016 de la FIFA. Et à ma gauche, le Slovène Alexander Čeferin, il a 58 ans, discret et efficace patron de l'UEFA, Union des associations européennes de football. Le premier, c'est un homme d'argent et d'entre-gens, de grandes déclarations, de transactions. L'autre, c'est un homme de l'ombre, un homme de droit, avocat. Et leur affrontement démarre en fait il y a longtemps déjà, en 2021, quand Gianni Infantino lance un premier projet controversé, organiser la Coupe du Monde non pas tous les 4 ans, mais tous les 2 ans. Le but, générer plus de médiatisation, plus de droits télé, donc plus d'argent, ça serait un massacre pour les joueurs, estimait à l'époque le patron de l'UEFA. Risque en clair de fatiguer les sportifs, de perturber les championnats. Première menace de boycott des pays européens et première victoire de Čeferin, puisque le projet est enterré, une forme de cessez-le-feu décrété entre les deux organisations, jusqu'à donc cette fin juillet 2026. Et cette nouvelle trouvaille du patron de la FIFA Forward Enterprise, une idée qui arrive dans la foulée d'autres polémiques, la remise du prix de la paix à son ami Donald Trump ou encore cette Coupe du Monde de tous les excès. Nouvelle idée donc, vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Objectif encore, maximiser les profits en levant 10 milliards de dollars, démocratique et lucratif pour les 211 fédérations membres de la FIFA, promet le patron de l'organisation. It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation. Oui, mais parmi les investisseurs concernés, il y a notamment Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, le gendre de Trump. Et là, à l'arrivée, Infantino récupérerait, ça c'est le Times qui le raconte, à l'issue de son mandat à la FIFA, un poste et une rémunération très conséquente. On comprend l'intérêt de la chose. L'idée déclenche la fronde au sein même de la FIFA avec la démission spectaculaire de son numéro 2. Et surtout, Alexander Čeferin, donc le patron de l'UEFA, ressort sa menace de boycott et il persiste malgré les excuses de la FIFA. Alors je vous lis le communiqué transmis à l'agence France Presse. L'UEFA a très clairement déclaré samedi qu'elle avait perdu sa confiance dans la présidence de Gianni Infantino. On verra en mars 2027, lors du renouvellement de la présidence, si d'autres fédérations font pencher la FIFA contre Gianni Infantino, sauf si Alexander Čeferin arrive à ses fins avant, grâce au soutien notamment du très influent patron du PSG. Alors pour ne pas perdre ce match sur le terrain, un petit conseil, Infantino devra se rappeler que son rival Čeferin est ceinture noire de karaté, un sport qui requiert de la souplesse, de la maîtrise de soi et aussi de l'endurance. Alors on est quand même étonné parce que le football, c'est déjà du business, c'est déjà des gros sous. Alors, Paul Melun, pourquoi ça choque finalement qu'Infantino veuille faire encore plus d'argent ? Vous avez raison, c'est déjà un business juteux et la FIFA est déjà ultra rentable avec du sponsoring, etc. Donc on se dit, finalement, pourquoi aller chercher en plus des investisseurs qui vont aller mettre la pression pour qu'il y ait plus de matchs, plus de sous qui rentrent, Il y a une limite à l'argent qu'on peut aller chercher. Alors là, vous me posez une colle, parce que franchement, le football, et déjà le football mondial, pas le football amateur dans mon petit village, croyez-moi, il y a plus besoin de sous qu'autre chose pour l'équipe locale. Mais là, on parle vraiment de gros sous et d'une financiarisation du sport, et particulièrement du football, qui est en train de faire de ce sport une cash machine. Et à terme, si vous voulez, la Coupe du Monde de football n'appartiendra plus au football mondial, mais à quelques investisseurs qui viendront avoir un retour sur investissement. C'est le but de n'importe quel investissement. Mais en même temps, Infantino, il promet, Sylvie Brunel, de l'argent aux petites fédérations. Ah oui. Il les achète ou c'est de la générosité ? Alors, j'allais y venir. En fait, il y a vraiment de la géopolitique là derrière. Parce qu'il y a la domination traditionnelle de l'Europe avec l'UEFA sur le football. Et puis, Infantino, il a voulu, avec tous les défauts qu'on peut lui reprocher, mais il a voulu aussi faire du football un sport mondial. Et il est très bien vu par les fédérations africaines, asiatiques, moyen-orientales, parce que d'une certaine façon, ça s'inscrit dans cette remise en question de la suprématie européenne. Et c'est pour ça qu'il garde des supporters et qu'il garde des gens qui trouvent leur intérêt dans sa démarche, au-delà de cette financiarisation que l'on peut juger excessive. C'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent que c'est super intéressant de développer le pétrole, par exemple, dans les pays d'Afrique. Ben oui, je veux dire, je suis désolée, mais c'est la logique qui est, parce qu'il y a quelques endroits où ça peut avoir des effets bénéfiques,
bénéfique, on lâche tous les principes et on est en train de tuer le football comme on est en train d'asphyxier notre planète avec des compromis de cette sorte. Et qui peut être un arbitre? Eh bien, c'est Donald Alors, Trump. On n'a pas encore prononcé son nom, mais regardez, c'est le dessin de Pascal Gros. On n'a pas parlé de Trump encore jusqu'à présent. Le voilà qui apparaît. Et ben voilà, Trump, oui, l'ami de Infantino, sera-t-il débarqué? T'inquiète pas, je vais faire annuler ton carton. Bon, référence à ce qui s'est passé, bien sûr, pendant la Coupe du Monde. Merci, cher Pascal. On passe à la une internationale, c'est celle du quotidien régional allemand de Dresde qui titre sur ce drone piégé intercepté à l'aéroport de Leipzig mardi dans la soirée. L'engin explosif a été découvert par un employé de l'aéroport. Alors, qui est derrière cette tentative d'attentat? Les regards se tournent une nouvelle fois vers la Russie, car de cet aéroport part de l'aide militaire en masse pour l'Ukraine. Le ministre allemand de l'Intérieur a évoqué une nouvelle dimension dans les menaces. Un nouveau stade, en effet, a été franchi. L'an dernier, environ 220 drones ont perturbé le trafic aérien allemand, mais aucun ne transportait de charges explosives. Paul Melun, une nouvelle fois, on a passé un cran, c'est-à-dire que c'est une bombe volante, et il y aurait pu avoir une fin tragique tout de même. Et là, on se dit, est-ce que la Russie n'a plus de scrupules? D'abord, on verra avec l'enquête s'il s'agit vraiment de la Russie. Mais il faut être prudent, vous avez raison, mais c'est vrai que beaucoup de ces drones venaient visiblement de là-bas. Absolument. Et la Russie nous habitue à cette guerre hybride, qui est la grande nouveauté du XXIe siècle, qui est un truc absolument vertigineux, très inquiétant, qui est que même si vous avez une armée solide, conventionnelle, avec un matériel de très haut niveau, eh bien on peut vous déstabiliser avec une simple cyberattaque, avec des hackers, avec un drone armé ou pas, explosif ou pas, qui va se promener demain peut-être à l'aéroport d'Orly ou à Roissy ou là à Leipzig, qui est un lieu hautement stratégique. Donc oui, les puissances occidentales doivent se préparer sans naïveté, mais ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'endettement. Il faut investir dans notre sécurité, il faut investir dans notre défense, sinon demain nous serons de plus en plus vulnérables à ce type d'attaque. C'est-à-dire qu'on est encore trop naïf? Oui, mais ça veut dire que peut-être les manières d'investir ne sont pas tout à fait adéquates, parce qu'on a voté la loi de programmation militaire, 436 milliards qui vont être consacrés notamment à construire un porte-avions nucléaire. Bon, je sais pas si... aussi. Non, mais je dis pas... Je ne suis pas une experte militaire, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir des centaines de milliards qu'on va investir dans l'armement sans se poser la question, par exemple, de la nouvelle façon de faire la guerre, et que les drones, ça a l'air de coûter un petit peu moins cher et d'être sacrément dangereux. Sylvie Brunel, en même temps, sur les drones, on va investir aussi beaucoup. Je voudrais revenir sur ce concept de guerre hybride. Aujourd'hui, en fait, les armements conventionnels ne sont plus suffisants. On voit bien que l'espionnage, le sabotage, la désinformation, les cyberattaques, la guerre des drones sont omniprésentes. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Leipzig est la plateforme de l'OTAN, mais aussi de la compagnie de fret ukrainienne Antonov, qui a dû quitter les abords de Kiev à cause de la guerre. Et puis vous avez aussi à Leipzig la plateforme mondiale de DHL. Et on a intercepté de justesse un drone qui allait aussi heurter probablement un avion de DHL. Donc nous sommes dans une situation extrêmement tendue, dans un contexte où il y a des élections essentielles dans un grand nombre de pays. Exactement, et on va y venir puisque vous pensez à la présidentielle 2027. Mais d'abord, un dessin de Pascal sur cette actualité du drone. Oui, les conséquences de tout ça, c'est que la peur de l'avion ne va pas s'arranger en cas d'attaque de drone. N'encombrez pas l'accès aux canons anti-aériens. C'est vrai qu'on oublie l'aviation civile. Merci, cher Pascal. Marion, on passe à une autre actualité de la semaine. Sylvie Brunel en parlait, les boules puantes qui s'invitent déjà dans la campagne présidentielle française. Et là encore, c'est la Russie qui est pointée du doigt. Oui, parce que les fausses nouvelles arrivent de Russie, d'après la cellule Viginum qui a été mise en place par l'État. Et elles visent, pour la première fois, ces fausses nouvelles, des candidats à la présidentielle déclarés ou pressentis. Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, le dernier en date. Il est question notamment de leur santé. Alors Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, accuse la France d'être open bar pour les manipulateurs du monde. Est-ce que, Catherine Tricot, on est vraiment open bar? Est-ce qu'on est plus vulnérable que d'autres pays aux fausses nouvelles et aux manipulations? Je ne peux pas le dire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces manipulations, on voit bien qu'elles se développent et qu'elles ne se développent pas simplement par des puissances gouvernementales. Je veux dire, les réseaux sociaux en sont inondés. Et qu'on a ces fausses nouvelles, ces fausses informations. Et puis on en a qui certains moyens de pression sur les élections qui ne sont pas des fausses, qui se cachent pas. Je veux dire, les dirigeants américains, que ce soit J.D. Vance qui a affirmé son soutien à Marine Le Pen, Donald Trump qui a demandé sa libération alors qu'on ne sache pas qu'elle est en prison, ou
Elon Musk qui a demandé qu'on ferme le compte Twitter de Marine Tondelier. Donc, je veux dire, des pressions sur les élections présidentielles. Mais vous ne mettez pas sur le même plan la Russie et les États-Unis en termes d'ingérence? En termes d'ingérence, je pense que alors il y a débat. Je pense que la pression des États-Unis, elle est directe, frontale. Ils n'ont même pas besoin de se cacher. Ils y vont en direct. Précisément. Je pense que c'est la grande innovation, c'est que désormais, les Américains ne se cachent plus. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la CIA agissait contre le Parti communiste français, puis espionnait le général de Gaulle. Dans les Wikileaks, on a vu qu'ils espionnaient François Hollande. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte que là, Trump n'est pas en train d'inaugurer une nouvelle stratégie d'espionnage ou d'ingérence. Il est en train de poursuivre que quasiment tous ses prédécesseurs ont fait, sauf qu'eux, ils le font avec leur style, c'est-à-dire avec le style Musk, c'est-à-dire voter pour Marine Le Pen, c'est la seule qui puisse sauver l'Europe, etc. C'est peut-être plus un changement, je dirais, de posture communicationnelle que d'influence. Quant à les mettre sur le même plan que les Russes, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que là, il y a un piratage, il y a de la désinformation qui est quand même, à mon sens, plus dangereuse de la part de Moscou que de la part de Washington. Alors, la réponse du gouvernement français, elle est quand même assez ferme. Et le Premier ministre, il a notamment rappelé qu'il y a un projet de loi qui vient d'être présenté en Conseil des ministres. Et pour cause, parce que ces ingérences, elles l'inquiètent depuis plusieurs mois déjà. L'ensemble de la classe politique peut être concernée. Si je devais quand même, d'un mot, qualifier le risque, il a été significatif sur les municipales, sans effet majeur, ça vous sera documenté et expliqué. Il laisse à entrevoir les perspectives de menaces lourdes sur l'élection présidentielle. Et quelque chose me dit que dans les mois qui vont venir, ça va rentrer davantage en intensité. Alors Sylvie Brunel, on parlait tout à l'heure de Marine Tondelier, donc la patronne des écologistes. Est-ce qu'il faut interdire des réseaux sociaux comme le réseau X, comme elle le réclame ? On est quand même dans un pays de liberté d'expression. L'ingérence n'est pas réservée aux puissances extérieures. Nous n'avons pas cessé, nous, les Français, de faire de l'ingérence en Afrique et dans un grand nombre de pays. C'est-à-dire, ça nous choque parce que ça nous concerne, mais c'est une pratique extrêmement ancienne et extrêmement répandue. Maintenant, il y a une propagation virale oui, plus forte. Oui, mais on donne de la publicité à des sites qui ne sont absolument pas vus. C'est-à-dire qu'un certain nombre de candidats, d'une certaine façon, sont légitimés par le fait qu'ils sont attaqués par les Russes. Regardez, je suis un candidat qui compte, puisque... Donc ça veut dire qu'il ne faut pas en parler, justement? C'est une autre question. On a entendu Attal dire, voilà, j'ai été attaqué. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une légion, une sorte de légion d'honneur qu'il s'accorde d'être attaqué par les Russes? C'est un brevet de visibilité. C'est-à-dire, regardez, je vais compter dans l'élection présidentielle, puisque les Russes s'attaquent à moi. Et est-ce que la meilleure politique n'est pas de ne pas donner à ces sites qui sont très peu fréquentés, pour l'instant, une visibilité, tout en dotant le gouvernement français, qui est en train de le faire, d'un instrument de protection sur ce qui est caché. Après, censurer X, mais où on s'arrête? Mais il y a un halo de suspicion quand même. C'est-à-dire que même si ce n'est pas dit par ceux qui sont attaqués, ça crée, Paul Melun, un halo de suspicion. C'est-à-dire que si on n'en parle pas, quelques-uns vont en parler et puis on sait que ça peut se propager par des méthodes qu'on n'a pas cernées. Mais ça va sans doute perturber nos élections. C'est ça le problème, c'est que nous sommes un État souverain, nos élections, on est une grande démocratie libérale, nos élections doivent pouvoir se passer en bon ordre. C'est vrai qu'il y a des interventions des uns et des autres, des désinformations, qu'on raconte que les uns ont des maladies, que les autres seraient je ne sais quoi. C'est sûr que ça va déstabiliser notre pays. Moi, je pense que c'est aux citoyens de faire leur examen de conscience dans leur façon de s'informer, que le développer l'esprit critique, la culture générale, se poser des questions, c'est quelque chose d'important. Et je ne crois pas tellement à la sanction de l'interdiction, comme Sylvie, en bloc et sans détail, en disant, eh bien voilà, puisqu'il y a des fake news sur X, on supprime X. Ça me paraît un peu simpliste. Je préférerais qu'on dise aux gens, il y a aussi des fake news sur X, il y a aussi des vraies news, mais vérifiez, renseignez-vous, recoupez les informations. Une démarche un peu, pour le coup, journalistique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement aux citoyens, c'est à nous, les journalistes, de faire ce travail. Pascal. Oui, au sein des services qui traquent les fake news étrangères, alors là, ils disent qu'il faudrait 15 € pour voter à la primaire. Les Russes, ils savent vraiment plutôt inventer. On ne sait pas quelle primaire d'ailleurs à ce stade, Pascal. Merci. On passe à votre point .com, Kevin, cher Kevin, et c'est une page de l'histoire qui se tourne. Alors pas celle avec un grand H, mais tout de même, ça se passe sur Internet. Ce n'est pas rien, c'est notre quotidien. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Et oui, parce qu'une série très populaire chez les jeunes vit en ce moment même sa 10e et dernière saison. Alors elle n'est pas connue pour son casting 5 étoiles, son scénario à couper le souffle, puisqu'il s'agit tout simplement du quotidien d'une jeune femme qui se filme tous les étés depuis 9 ans. Well, now I have some money, but... C'est les blocs d'août. Excusez-moi, il faut un pagio pour passer par ici? Léna Situation. C'est moi, bonjour. On vient de voir un requin dans l'eau. Et vous le croyez, la team, il continue d'aller dans l'eau? Ah, il y a les requins là!
C'est la fin des vlogs d'août de Léna Situation. Je sens que je viens de parler une langue étrangère pour un certain nombre d'entre vous. C'est pourtant le rendez-vous incontournable de l'année pour les fans de Léna Mafouf, de son vrai nom, l'une des femmes les plus suivies de France. 5 millions d'abonnés sur Instagram, presque 4 millions sur TikTok et 3 millions sur YouTube, plateforme sur laquelle donc elle publie chaque année du 1er au 31 août une vidéo par jour qu'elle monte elle-même dans la nuit. Léna en vacances avec ses amis, Léna fait sa routine beauté, Léna en soirée, Léna avec son papa. Tout filmé, c'est ça, un vlog, montrer sa vraie vie, sans mise en scène, c'est en tout cas la promesse. Pour beaucoup, ça ne présente aucun intérêt, c'est même une certaine culture du vide. Pourtant, chaque épisode cumule plus d'1 million de vues, parfois beaucoup plus. Et c'est ce format qui a fait exploser celle qui a depuis lancé son podcast, publié 2 best-sellers, créé sa marque de prêt-à-porter. Elle a même participé au célèbre Met Gala de New York 3 fois. On l'a aussi vu interpeller les stars sur les tapis rouges des Césars et même des Oscars. Mais donc, coup de tonnerre, vendredi dernier, 31 juillet, elle poste une vidéo intitulée La vie, qui se termine ainsi. On se retrouve pour la dernière saison des vlogs d'août et je veux pas que vous pensiez qu'on annonce la dernière déjà parce que je me force ou alors que c'est la dernière parce que justement je vais pas très bien cette année. Non, c'est depuis le début, je savais que ça allait être 10 saisons. Dans les commentaires, pourtant pas de déception ou d'abonnés désespérés, plutôt beaucoup de bienveillance, comme ici. C'est la meilleure vidéo que j'ai vue, c'est ta meilleure vidéo, simplement la vie, etc. Parce que dans cette vidéo d'une demi-heure, Léna Situation se livre sur une année très compliquée durant laquelle elle n'a pas réussi à publier de vidéo. Elle parle aussi de sa rupture avec Seb, dit auparavant Seb Lafrite, autre youtubeur avec qui elle partageait sa vie depuis 7 ans. Et sans dire le mot, elle parle de la dépression qui a suivi perte de cheveux, perte de poids, ce qui arrive à des milliers de gens, comme elle le dit elle-même, ce qui, elle, lui a valu une vague de cyberharcèlement, des centaines de posts et de vidéos sur les réseaux sociaux relayant fausses rumeurs et fausses informations. Il y aura en tout cas un final en apothéose le 31 août pour le tout dernier vlog. Léna Situation s'offre une soirée à Bercy, à Paris, 20 000 places vendues en 45 minutes, c'est de la folie. Il y a 9 ans, l'étudiante vivait chez sa mère et se lançait ce défi de publier une vidéo par jour. Aujourd'hui, elle remplit l'une des plus grandes salles de spectacle d'Europe. Et donc, à partir de l'été prochain, pour beaucoup, les mois d'août ne seront plus tout à fait les mêmes. Paul Melun, est-ce que vous trouvez ça anecdotique ou est-ce qu'on se dit c'est différent grâce à Léna, va être différent. J'en doute pas. Est-ce que vous trouvez ça anecdotique ou est-ce que on se dit que au fond, Léna Situation, elle parle de la vie à tous ceux qui la suivent, la vie de tous ceux qui la suivent? Non, moi je trouve ça passionnant à dire le vrai parce que je trouve que le monde des influenceurs dit énormément de notre époque. Il faut essayer de s'affranchir des jugements de valeur. Et donc moi je suis Léna Situation sur TikTok, sur Instagram. Et vous avez pris votre place pour la Bercy, production. Mais évidemment, 45 minutes, j'avais pas le temps, j'étais aux champignons. Mais malgré tout, non, je trouve ça quand même très très intéressant. Et j'y vois pas qu'une espèce d'égo trip ou de façon de se mettre en scène. J'y vois quand même, je vais pas dire une œuvre, mais quelque chose de l'ordre du suivi, quelque chose qui embarque. Et quand vous avez des millions de gens qui se préoccupent, qui regardent les stories, les TikTok, les Insta de Léna Situation, ça dit quelque chose de notre époque. Après, j'ai lu son livre. Bon, vous avez vu? Oui, je l'ai lu. Chapeau. Bon, je l'avais lu parce que je me disais, professionnel. c'est un vrai succès, quoi. Mais bon, c'est pas Marguerite Yourcenar ou François Sagan, mais c'est. Vous l'inviterez à votre prochaine signature de votre livre. Je l'inviterai. Voilà. Ouais, le message et l'appel est lancé. L'appel est lancé. Alors, merci, cher Paul. Pascal, une héroïne. Ah, mais oui, sur votre canapé, disons qu'elle a eu de la chance. Et oui, l'avenir appartient finalement à ceux qui sont vissés sur leur canapé. Voilà, j'ai eu des places pour les. Ah, la Vénarde. Céline Dion. La chance. Si elle les revend, elle va se faire un sacré pactole. Merci, Pascal. C'est l'heure de vos photos, chers clubistes. Vous avez choisi un cliché pour mettre en lumière, mais une autre actualité de la semaine. On commence avec vous, Sylvie Brunel. Oui. Disparition d'un homme au sommet de sa gloire Oui. Dans l'Himalaya. Oui, alors c'est Nirmal Purja, c'est un Népalais naturalisé britannique, mais qui a fait pour le Népal, qui est un immense homme pour le Népal, parce qu'il a donné ses lettres d'honneur aux Sherpas. Les Sherpas, jusque-là, étaient simplement, on ne les voyait pas du tout. Lui, il a fait 14 sommets de 8000 mètres en 6 mois, et le 30 juillet, il est mort dans une avalanche monstrueuse au Pakistan avec son expédition. Ils étaient 10, lui et 9 autres personnes. Ils avaient des montres connectées qui nous ont permis de savoir qu'ils ont des vallées de 1600 mètres. Vous imaginez, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette mort de Nirmal Purja, elle nous interroge sur le changement climatique en montagne. Ouais. C'est-à-dire que là, ce n'est pas
c'est pas une avalanche, c'est la montagne elle-même qui s'est effondrée. Et il faut penser à tous les peuples qui dépendent des glaciers d'altitude, à tout ce que représente aujourd'hui l'himalayisme, l'alpinisme, pour savoir qu'au-delà de la mort tragique de cet homme de 43 ans, c'est un changement d'air qui est en train de s'ouvrir. Et même un homme expérimenté peut être menacé. Merci Sylvie. Paul Melun, c'est à vous. Et Taïwan pour vous cette semaine. Oui, parce que nous avons les yeux rivés, et à juste raison, sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient, mais il se passe là à Taïwan des choses capitales pour la paix du monde. Et voilà une île qui est à 180 km, il y a 23 millions d'habitants, c'est une démocratie. Et en face du détroit, à 180 km, 1,4 milliard d'habitants, la Chine communiste et des prétentions territoriales à l'invasion de Taïwan qui ne faiblissent pas. Et donc on voit là ces jeunes gens qui s'arment, qui se préparent pour défendre ce bien sacré qu'est leur souveraineté, qu'est leur démocratie. Et je crois que ce qui se passe à Taïwan peut avoir des conséquences si demain la Chine décide d'envahir ce pays souverain, des conséquences considérables. C'est le pays leader des semi-conducteurs, ça peut avoir des conséquences sur nos marchés financiers, sur nos économies, sur nos téléphones, nos ordinateurs, nos téléviseurs, etc. Et que je crois que la France et l'Occident a un rôle à jouer dans le soutien culturel, le soutien diplomatique, le soutien économique à Taïwan. Et je crois qu'il faut créer des ponts civilisationnels avec cette belle culture. Merci. Soutien ambivalent d'ailleurs de Trump pour Taïwan, on le sait. Catherine Tricot, c'est de Gaza dont vous voulez nous parler avec cette photo. Oui, cette semaine, plus d'une centaine de Palestiniens ont été enterrés à Gaza. Ils ont été sortis de sous les décombres depuis la guerre qui est conduite à Gaza par le gouvernement de Netanyahou. Et ça nous rappelle que cette guerre, d'abord, elle n'est pas terminée dans ses conséquences. On continue de sortir des corps de dessous les décombres. Le journal L'Humanité nous apprend ce matin que 300 enfants ont été tués depuis qu'il y a le cessez-le-feu il y a 300 jours. Et hier, une organisation israélienne nous apprenait que le système de santé en Cisjordanie est en train de s'effondrer parce que le gouvernement israélien retient l'argent qui appartient au gouvernement palestinien. Donc on est devant une situation qui n'est pas résolue, c'est un drame catastrophique, à la fois pour les vies, pour les destructions, pour une culture, pour un peuple. Et je voudrais ajouter un dernier petit mot parce que, évidemment, le fond, c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois que la gauche est en train de se diviser très profondément et que les partis sociaux-démocrates n'ont pas su trouver, en dehors de l'Espagne, les mots et les actes qui leur permettent de se situer et que du coup, on a par exemple en France ou aux États-Unis un parti démocrate qui est en train de se fracturer à ce sujet, faute d'avoir dit les mots qu'il fallait dire et d'avoir pris les décisions qu'il fallait prendre. Merci Catherine, ça inspire un dessin à Pascal Gros. Pascal. Oui, sur les funérailles, comment elles se passent à Gaza, je cherche le cimetière, vous êtes dessus. Merci Pascal. C'est l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, Amine Kassid. Bonsoir, bienvenue à vous, installez-vous. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je devrais plutôt dire Amine le Conquérant, c'est votre nom sur Instagram, sur les réseaux sociaux, car vous partez à l'assaut. Alors non pas des salles de sport ou des produits de beauté comme bon nombre d'influenceurs, mais à l'assaut des châteaux forts de notre pays, et cela sur Instagram. Donc je le disais, vous êtes suivi par plus de 300 000 personnes, même 350, je crois, ça va très vite. Vous êtes un influenceur patrimoine, en quelque sorte. Vous voulez partager votre passion des châteaux. Et d'où vous est-elle venue d'abord cette passion ? Ça fait un moment moi, que je suis passionné, ça fait plus de 10 ans maintenant, même beaucoup plus. J'ai commencé à tourner dans une série qui s'appelle Merlin, une série médiévale, une série anglaise. Et de là, j'ai découvert le château de Pierrefonds. Et je suis tombé littéralement amoureux de ce château. Et je me suis dit, s'il y a ce château-là dans l'Oise, il doit y en avoir d'autres en France. Et j'ai découvert qu'en France, il y avait plus de châteaux qu'il n'y a de McDo aux États-Unis. Là, je me suis dit, non, il faut en parler. Je pense que c'était pas assez mis en avant. Et je me suis dit, je vais le faire à ma petite échelle avec mon drone. Et voilà, d'où ce projet. Alors, on va vous voir à l'œuvre tout de suite dans un extrait. Merci. Alors les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la cité royale de Loches. Nous sommes dans le Val-de-Loire. Il est surnommé le jardin de France dès la Renaissance grâce à son climat doux et tempéré. Voici la principale entrée du château, la porte royale. Imaginez-vous, par cet endroit sont passés de nombreux personnages historiques tels que Jeanne d'Arc, Louis XI, François Ier, Charles VII. C'est une dinguerie. Et moi je vais passer par là aussi. Let's go! Dites-vous les amis qu'on est dans un endroit qui a vraiment été marqué par la guerre de 100 ans. Charles VII en a fait sa résidence principale, tandis que le nord de la Loire était occupé par les Anglais. Alors
Amine Kassine, on apprend plein de choses, on le voit dans cet extrait, on apprend plein de choses en vous regardant, en vous écoutant. Mais comment est-ce que vous faites pour vous documenter, pour dire des choses exactes et pas être pris en défaut par des historiens qui s'intéresseraient à vos vidéos, par exemple? Plusieurs choses. Déjà, premièrement, moi, je suis passionné, donc j'attends pas la veille du tournage pour me renseigner. C'est des choses que je fais quasiment tous les soirs. Je m'endors jamais sans une vidéo de Stéphane Bern le soir. Et votre mentor. Voilà, du coup, étant donné que c'est une passion, c'est pas une corvée pour moi. Du coup, j'aime me documenter, regarder des documentaires, lire des livres. Et je fais très attention à ce que je dis. Je vérifie et revérifie l'info derrière parce que je suis suivi par beaucoup d'historiens. Et je sais que les gens derrière ma tente de tournoi, à la moindre erreur, ils me tapent sur les doigts. Donc, je fais très attention à ça. Et vous voulez utiliser des mots simples. Alors, certains disent c'est le Stéphane Bern des banlieues. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on dit ça? Non. Stéphane Bern, c'est Stéphane Bern. Ouais. Moi, je suis moi. Et c'est pas que pour la banlieue. Moi, je suis issu de la banlieue, certes, mais c'est pas que pour la banlieue. C'est vraiment pour tout le monde. Je reçois beaucoup de messages de gens qui vivent dans des villages, dans des régions reculées, qui me disent on n'a pas les moyens forcément de se déplacer, regarder des châteaux, visiter. Et grâce à toi, par ton intermédiaire, on y arrive. Vous voulez vulgariser tout ça? Je vulgarise, c'est-à-dire que je parle avec mes mots, tout simplement. Je suis comme un enfant qui découvre, et c'est ce que les gens aiment, puisque je me donne pas un genre à utiliser des termes scientifiques. Non, je parle comme moi, j'aurais fait avec des amis. Et quand je pars comme ça en tournage, j'oublie carrément qu'il y a une caméra qui me filme. Votre façon de parler, justement, mais aussi votre prénom, vos origines, ça fait que ça ne plaît pas à tout le monde que vous parliez de patrimoine sur les réseaux sociaux. Vous recevez des commentaires désobligeants. Vous êtes victime de racisme aussi? Oui. Ça, au début, ça m'a fait bizarre. Je vous le cache pas. Maintenant, ça, j'ai pris l'habitude. Malheureusement, on finit par s'y faire. Et mon prénom, mes origines, le fait que je sois musulman, que je parle de tout ça ouvertement, que je parle du patrimoine de l'histoire de France, pour certains, je ne suis pas légitime. Et ils pensent que derrière ce projet-là, je vais préparer quelque chose, ça cache quelque chose, c'est pas normal. En fait, pour eux, c'est pas normal qu'un musulman français d'origine maghrébine parle de ça. Donc ça fait un peu bizarre pour eux. Paul Melun. Moi, je partage votre passion des châteaux. Je voulais savoir quel était votre château préféré et pourquoi, parce qu'il y en a tellement. Oui, c'est vrai. Si vous aviez un château à conseiller, ce serait lequel? Il y en a plusieurs. Pierrefonds, parce que voilà, c'est le coup de foudre, c'est normal. Et après, voilà, les châteaux de la Loire, Chambord notamment, de par son histoire, François Ier. En fait, chaque château a une histoire et je ne peux pas donner mon top 5. On m'a forcé, mais j'ai dit... Alors, il pourrait y avoir un top 5 des latrines, par exemple, des toilettes, parce que alors, vous en parlez quand même beaucoup, mais parce que vous dites c'est le quotidien, voilà, pipi, caca des rois, voilà comment ça se passait, vous le dites ouvertement et bien simplement. sûr, mais moi, je suis maniaque, ça m'intéresse de savoir comment ils chiaient à l'époque. C'est pour ça que c'est important pour moi de savoir comment ils allaient dans les toilettes. Et je me rends compte qu'en fait, en regardant dans certaines latrines, notamment, j'ai regardé dans le château médiéval de Guédelon, ils reproduisent un château médiéval. En fait, les toilettes, elles font peur, elles font flipper. Pour passer de sa chambre aux toilettes, on doit traverser un couloir la nuit et devant des vitres et tout ça fait peur. Du coup, j'en parle et ça intéresse les gens. Et vous avez une telle passion pour cette époque que vous pratiquez un art de combat du temps des châteaux forts, le béour. Oui, Qu'est-ce que c'est? Et vous allez même faire des combats bientôt. À la rentrée, je vais combattre contre deux. Ouais, vous avez la côte de Mac. Voilà, on découvre la photo. C'est quoi exactement? C'est la bagarre avec une armure et des épées. En métal, elles ne sont pas tranchantes et on se fout sur la gueule. J'ai hâte de faire ça. Amicalement, quand même. Oui. Non, quand on se bagarre, il n'y a pas d'amicalement. C'est après, d'accord. C'est amical, ouais. On est prêt à la guerre hybride. C'est ça. Non, mais pour passionner tous les gamins de France dans les cours d'histoire géo... Vous allez sur Insta... Voilà, sur le compte d'Amine Kassine. En fait, ce sport, il est méconnu. Il est méconnu, pardon, je vous coupe. Et en fait, c'est intéressant de le mettre en avant parce que c'est un sport noble et c'est vraiment intéressant, c'est un sport moderne. De le mettre en avant, et les châteaux aussi. Et vous avez même droit à un hommage de notre dessinateur Pascal Gros. Chacun son parcours, c'est ça? Oui, dans les salons du livre, chacun son parcours. Les châteaux, c'est à côté. Moi, je fais visiter les prisons. Merci beaucoup, Amine Kassine, d'être venu dans 28 minutes. On vous retrouve donc sur votre Insta, Amine Le Conquérant. Et vous cédez votre place à notre amie chroniqueuse Charlotte de Cocker. Bonsoir à vous. Bienvenue, bonsoir, Charlotte, dans cette émission. Bienvenue dans 28 minutes. Alors, votre histoire de la semaine, ça se passe en Belgique, où vous vivez, ça tombe bien. Un élégant passage commercial couvert qui a trouvé une vocation
pour le moins inattendue, Charlotte. Oui, la prostitution est-elle le dernier bastion du commerce de proximité ? Eh bien, on peut se poser la question en découvrant dans le quotidien flamand Het Nieuwsblad le destin de la petite rue de Verre qui en néerlandais, Benjamin, se dit Glazen Straatje et qui est devenue donc une gigantesque maison close. Nous sommes à Gand, au confluent de la Lys et de l'Escaut. Les façades de briques et de pierre rappellent le passé glorieux de celle qui a été une des plus grandes cités d'Europe au Moyen-Âge. Mais notre histoire commence au milieu du 19e siècle. Gand est alors une ville industrielle, on y file le coton. Et à l'emplacement de notre future maison close, un riche marchand, Peter van der Donck, grossiste en produits coloniaux, va réaliser son grand rêve, construire une galerie commerçante comme à Paris. Sur le modèle donc des passages couverts qu'on trouve encore aujourd'hui près des grands boulevards. L'emplacement, il est idéal, le quartier est prospère et la galerie va permettre de relier la gare du Sud à une artère qui est très fréquentée. Peter, il fait donc construire 18 boutiques très luxueuses surmontées d'une voûte entièrement vitrée et le lieu tient ses promesses. Des citadins élégants s'y pressent pour faire du lèche-vitrine. Mais alors comment ce lieu fréquenté par la haute société, c'est ce que vous venez de nous dire, est devenu un lieu de prostitution majeure, Charles ? Eh bien, à partir de la crise des années 30, la gare voisine va fermer. Le quartier déclinera et très vite, les boutiques luxueuses de la galerie vont laisser place à des gargotes moins bien fréquentées. Les vitres sont cassées, le plafond de verre est remplacé par de la tôle ondulée et les pigeons finissent par être les seuls occupants de la Glazenstraat. Jusqu'à ce jour de 1985, où au cours d'un dîner, un entrepreneur de la région apprend qu'un joyau de l'architecture gantoise est en vente, notre fameuse petite rue de Verre. Et donc c'est lui qui va transformer cette rue en grande maison close ? Oui, mais à l'insu de son plein gré, en quelque sorte. Au départ, Joseph, il possède une entreprise de construction, donc il veut rendre à ce passage son lustre d'antan, évidemment. Il l'achète, il le rénove à grands frais, et puis il va y installer, comme à l'origine, de très belles boutiques et puis des cafés. Ensuite, il faut redonner envie aux Gantois d'y aller. Donc, il va organiser des défilés de mode, des débats politiques même. Il va aussi jusqu'à offrir des crêpes à tous les visiteurs. Pas des frites, mais des crêpes. Mais malheureusement, ça ne prend pas. Les clients se font rares, les commerçants peinent à payer leur loyer et bientôt la ruelle, eh bien, même si elle est classée monument historique, elle va à nouveau se vider de ses occupants. Mais au même moment, Joseph constate que les seuls commerces qui fonctionnent dans le quartier, eh bien, en fait, ce sont les proxénètes et les prostituées. Rappelons quand même qu'en Belgique, ces activités sont légales. Ah bah, Joseph, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il se rend à l'évidence. S'il veut que sa petite rue de Verre continue à fonctionner, eh bien, il va falloir louer aux professionnels du sexe. Alors, Joseph, il va quand même mettre ses conditions. La ruelle doit rester propre et le tapage nocturne est interdit. Et là, eh bien, évidemment, ça marche. Désormais, c'est sa femme, Mieke, qui gère le lieu et ses locataires très spéciaux. Le couple admet évidemment que ça ne correspondait pas exactement à leur projet de départ, mais que au final, l'achat de la Glazenstraat s'est finalement avéré le meilleur investissement de leur vie. Voilà, une solution un peu singulière pour redynamiser les centres-villes. Merci, chercheuse, histoire incroyable. C'est sur la table pour les maires qui nous écoutent. Écoutez, voilà, on les laisse juges et on verra ce qui se passe localement. Merci Charlotte, et ça inspire bien sûr un dessin à Pascal Gros. Oui, à Gand, la Glazenstraat, je vais y arriver. Vous le prononcez pas aussi bien que Charlotte, mais moi non plus. C'est un peu comme partout ailleurs, ça se boboise, il y a carrément des vrais restaurants qui ouvrent. Bien frites et matcha. Merci beaucoup Pascal, et merci à vous Charlotte encore. C'est l'heure de retrouver Aurore Vincenti. Ce soir, elle nous rappelle que les spermatozoïdes, pas de rapport à ce qui vient de se dire, font tout le boulot, mais ça, c'est en théorie. En théorie, les spermatozoïdes se lancent dans une course effrénée pour conquérir un ovule passif et patient. On la connaît tous, l'histoire de la vie. Si ce ne sont pas vos parents qui vous l'ont raconté façon faune et flore, vous l'aurez forcément vu quelque part. La course fabuleuse et effrénée des spermatozoïdes à la conquête de l'ovule. Les violents coups de flagelle, la compétition, la destruction de la membrane de l'ovule, la pénétration, victoire. Et pendant ce temps, un ovule placide qui subit l'assaut sans moufter. Voilà une chouette histoire à raconter aux enfants. Mais ça, c'est en théorie. Et en pratique, ça se passe comment ? Question vitesse déjà. Les plus rapides mettent une demi-heure à parcourir entre 13 et 15 cm. Un peu comme si un saumon de 60 cm nageait 3 km à l'heure. C'est pas terrible pour un saumon. En plus, ceux qui arrivent les premiers ne sont pas viables. Ça valait bien la peine de se presser.
Toute cette agitation des spermatozoïdes n'est pas un mouvement qui permet d'avancer, mais qui aide plutôt le spermatozoïde à se défaire d'une membrane au niveau de la tête, qui l'empêche de fusionner avec l'ovule. Vous voyez un concert de métal. Quand on secoue la tête, c'est pas pour se déplacer dans la salle, mais pour fusionner avec la musique. Ce phénomène, dans le jargon de l'embryogenèse et non du métal, on l'appelle capacitation. L'ovule, de son côté, a effectué son trajet depuis les ovaires jusque dans les trompes et n'attend rien de spécial puisque ce n'est ni un humain ni un animal qui guette une proie, mais une cellule qui se tient là, sans attente, sans peur, sans volonté. Une cellule qui vit sa vie de cellule. Et après, il se passe quoi? Là encore, on est bien loin d'un fait d'armes. Contrairement à l'image du petit champion qui dézingue la carapace de l'ovule, les études montrent que la tête du spermatozoïde se pose contre l'ovule et que leurs membranes respectives fusionnent à la faveur d'un petit miracle mutuel et chimique. Alors, au risque de vous décevoir, ce n'est ni une histoire d'amour, ni une épopée guerrière, juste une belle histoire cellulaire. Merci Aurore, merci à vous autour de cette table, merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour 28 minutes samedi et on se quitte en musique, bien sûr, comme d'habitude avec un clin d'œil à notre invité, le bal des Lazes de Michel Polnareff. À demain, tchuss. Moi je crevais de haine, caché dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser